On t'a sûrement parlé de l'omelette politique. Alors ça se passe comme ça. Mes mains, c'est le centre, et puis tu vois à gauche et à droite, les bords gauche et droite du spectre politique, avec, euh, avec les coudes tout au bord de ce spectre politique. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec cette omelette? Cette omelette, elle reste pas comme ça. En fait, elle fait comme ça. Et ça c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a un pôle élitaire. Enfin, vu la qualité des élites, je parlerais plutôt de pôle pseudo-élitaire en haut, et puis un pôle populaire en bas. Ce pôle, tu vois, il est divisé en une partie gauche et une partie droite. Si on allait jusqu'au bout, ça ferait comme ça. Donc il y aurait ici en haut un pôle pseudo-élitaire et puis un pôle populaire en bas. Mais en fait, ça s'arrête, ça se bloque un peu par ici avec ce pôle populaire qui est divisé, alors que le pôle pseudo-élitaire, tu vois, quand le centre-gauche et centre-droite, ils sont très, très près l'un de l'autre et se perçoivent eux-mêmes d'ailleurs très près l'un de l'autre. Et ils n'ont pas un gros effort, par exemple, tu vois, comme ça, ils n'ont pas un gros effort à faire pour être sur la même ligne, hein, au niveau du pôle pseudo-élitaire. Donc, voilà, c'est une situation qui est très grave parce que, évidemment, elle se fait au détriment du peuple qui se fait dominer par la pseudo-élite parce que son pôle à lui est divisé. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça reste pas bloqué à ce niveau-là? Alors, si tu demandes à Mélenchon ou à Le Pen, ce qu'ils vont te dire, c'est assez simple, on est comme ça, donc ce qu'il faut, c'est juste que mon camp se développe. Donc, on va tirer un peu la manche là, et puis voilà, il faut que ça se développe comme ça, et puis si mon camp devient assez fort, si ma manche devient assez grande, eh bien voilà, le peuple va dominer. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on a beaucoup réduit, tu vois, où il y a ma peau ici, là, tac, on a beaucoup réduit le centre, et puis ça paraît assez peu crédible de pouvoir réduire à ce point le centre. Et alors, ce qu'on t'expliquera, c'est oui, bon, mais ce qu'on va faire aussi, c'est ça, c'est-à-dire réduire un peu l'autre manche, là, comme ça. Donc, il faut que ma manche, mon bord, se développe au détriment, ben oui, un peu du centre, mais aussi un peu de l'autre manche. Alors, Mélenchon va dire ça, et puis Le Pen de l'autre bord va voir la même chose avec l'autre manche. Euh, alors on peut dire, bon, c'est une saine émulation entre les deux manches qui sont censées représenter le peuple dans cette nouvelle configuration. Mais ça devient hautement problématique quand un coude commence à faire alliance avec le pôle pseudo-élitaire pour combattre son concurrent, l'autre coude qui est son concurrent pour représenter le peuple. Et à ce moment-là, quand un coude s'allie avec le pôle pseudo-élitaire pour combattre l'autre coude, c'est vraiment une trahison du peuple. Et bon, on peut dire c'est assez légitime parce que finalement, un coude est plus proche du centre que de l'autre coude. Mais ça, c'est vrai seulement dans l'ancienne omelette. L'omelette de l'ancien monde où effectivement ce coude-là va être plus proche du centre que de l'autre coude, et réciproquement. Mais dans la nouvelle configuration, c'est plus comme ça. Tu vois que mes deux coudes, là, ils sont plus proches entre eux que du centre. Et cette proximité,
Ce qu'elle reflète, c'est le fait que ces deux coudes ont vocation à représenter le peuple dans ce pôle populaire. Donc, c'est au fond des anciens réflexes pavloviens qui font que des individus ou des partis ou des mouvements qui n'ont pas compris la nouvelle configuration restent avec des réflexes pavloviens de l'ancienne configuration et s'allient au centre contre l'autre coude, alors que en fait ces deux coudes devraient discuter entre eux, s'allier contre le pôle pseudo-élitaire. Et donc la première chose à faire pour qu'on ne reste pas bloqué à la situation actuelle, c'est que les deux coudes arrêtent de s'insulter. Donc si tu es à un coude, arrête d'insulter l'autre coude. Euh, Ce qu'il faut, c'est se centrer sur les problèmes dont souffrent les Français, regarder les solutions, et puis entre les deux coudes, il doit y avoir une discussion sur les solutions. Là où il y a convergence, par exemple, les deux coudes là sont contre la retraite à 65 ans. Donc là où il y a convergence, que ces deux coudes s'allient, alors on dira, oui, je ne peux pas m'allier avec cet autre coude qui est horrible. Non, ça c'est l'ancien monde. Il faut voir la nouvelle configuration et pas être sujet de ces réflexes pavloviens. Donc, s'allier là où il y a convergence, et puis là où il y a divergence, chercher des compromis. Et ces compromis, ça peut être un compromis assez élémentaire. Au niveau politique, l'équivalent de dans la vie privée, quand vous discutez si vous allez passer vos vacances à la montagne ou à la mer, eh ben, vous pouvez faire un compromis en disant ben, la moitié des vacances on les passera à la mer et puis l'autre moitié à la montagne. Donc ça, c'est une forme assez élémentaire de compromis. Mais on peut faire des compromis plus intéressants pour les deux parties. Si par exemple vous faites un échange, ou vous faites une concession sur un point qui est pas très important pour vous, mais qui est très important pour l'autre, et qu'en échange, il vous fait une concession sur un point qui est pas très important pour lui, mais qui est très important pour vous, eh bien là, on voit que c'est un échange où les deux parties peuvent sortir gagnantes. Mais on peut et on doit viser encore mieux que ça, parce que ça, c'est juste une situation euh, euh, où chaque partie se dit, ben voilà, le compromis, c'est moins bien que ce que j'aurais voulu, mais c'est certainement mieux que ce que j'aurais obtenu si on n'avait pas, ce que j'ai obtenu dans la réalité si on n'avait pas essayé de faire un compromis. Et ça, ça peut être un bon compromis, c'est déjà bien. Mais il faut viser quelque chose d'encore mieux, même si ça ne peut pas toujours être atteint, encore mieux dans le sens que quelque chose où chacune des parties se dit, ben, en fait, ce compromis, c'est même mieux que ce dont j'avais rêvé en rêvant tout seul dans mon coin. C'est-à-dire qu'on a bien fait de discuter, on a trouvé encore quelque chose de mieux que ce que ce que je voulais en fait. Et donc c'est juste que c'est mieux que ce que j'aurais pu obtenir dans la réalité en l'absence de compromis, mais c'est même mieux que ce dont j'avais rêvé. Et bah, pour reprendre cet exemple de vacances à la montagne ou à la mer, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on se dise, oui, mais par exemple, pourquoi toi tu veux aller à la montagne? Et puis, essayer de comprendre les raisons de son choix, et puis peut-être que les raisons, ça, il se dit, oui, à la mer, on reste étendu à la plage, moi, je suis assis au bureau tous mes jours de travail, pendant les vacances, je veux bouger, je veux quelque chose d'actif, je veux pas juste rester allongé à la plage.
Et là, peut-être que ça incite à chercher quelles activités on peut avoir au bord de la mer qui sont un peu plus actives que de rester allongé à la plage. Et puis peut-être que cette recherche a conduit à organiser des vacances à la mer plus actives qu'on l'aurait fait sinon, et que même la personne qui était pour les vacances à la mer trouve que c'est des vacances encore plus intéressantes que si elle n'avait pas eu cette discussion. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il faut évidemment pas essayer de juste calomnier l'autre bord et juste lui dans, essayer d'en créer une image fausse et juste avec l'idée de juste le diaboliser pour ne pas simplement discuter avec lui. Ça, évidemment, il ne faut pas faire, mais aller au-delà, essayer de comprendre quel est exactement ton problème là. Par exemple, pour l'immigration, tu veux stopper l'immigration, pourquoi exactement? Quel est exactement le problème avec cette immigration? Et puis l'autre qui veut ouvrir les frontières, pourquoi est-ce que tu veux ouvrir les frontières exactement? Et peut-être qu'ils trouveront un compromis en cherchant les raisons derrière les positions de chacun, ils trouveront un compromis qui, qui est particulièrement bon et qui est particulièrement apprécié par les deux camps. Et, et ça demande donc de l'écoute, donc cette qualité humaine, et puis ça demande aussi de la créativité pour sortir des solutions toutes faites, donc créer quelque chose de nouveau. Et voilà, donc ça c'est le point important de discuter sur les points où il y a des divergences pour essayer de trouver un compromis. Alors peut-être parfois on pourra trouver un compromis extraordinaire et parfois il faudra se contenter d'un bon compromis. Et vous avez vu que on dit compromis égale compromission, et il ne s'agit pas de compromission, il s'agit de recourir à ses qualités humaines et à sa créativité pour faire avancer la société vers le bien commun. Un élément qui est particulièrement important, c'est la démocratie. Alors là, dans cette dynamique de constitution du pôle populaire, la, d'abord la démocratie, c'est donc c'est pas juste des élections, c'est le pouvoir au peuple, le kratos, le pouvoir au peuple, démos, et bon, le peuple n'a pas le temps de prendre lui-même toutes les décisions, donc ce pouvoir, ça peut pas être celui de prendre toutes les décisions, mais ça devrait être le pouvoir ultime, euh, notamment de décider ce sur quoi il décide. Il ne peut pas décider sur tout, il n'a matériellement pas le temps, le peuple, de décider sur tout, mais c'est à lui de décider ce sur quoi il peut décider. C'est pas par exemple à ses représentants de dire, toi le peuple que je représente, tu as le droit de décider là parce que je te fais un référendum sur tel sujet, mais c'est pas toi qui décides ce sur quoi tu as le droit de décider. C'est pas toi qui décides, par exemple, si tu as un droit au référendum d'initiative citoyenne, si tu peux initier, enfin si des citoyens peuvent faire une proposition concrète de modification de la loi ou des choses comme ça, s'ils réunissent le nombre requis de signatures, eh bien leur proposition est soumise en votation, en référendum. Et si le peuple accepte, eh bien c'est adopté. Ça s'impose aux élus. Ça, c'est le RIC. Et puis, si ça, le plus important des RIC, c'est celui qui permet à des citoyens d'initier une modification de la Constitution, parce que la Constitution est au sommet de l'édifice juridique, législatif d'un pays. Et donc le RIC constituant, celui qui permet aux citoyens d'initier une modification de la Constitution, c'est le RIC le plus important, notamment parce que ça permet d'obtenir tous les autres. Si le peuple le veut, il peut changer la Constitution pour instaurer des autres RIC, et puis il peut aussi protéger dans la Constitution certains grands principes de la politique.
Donc, c'est ça la démocratie. C'est pas juste des élections, c'est pas non plus juste que le président a la bonté de bien vouloir de temps en temps, sur les questions que lui-même a décidé, demander l'avis du peuple. Et alors, cette démocratie, le peuple, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est ce qu'il veut massivement. Il y a eu un récent sondage de l'IFOP qui montre que 73% sont pour le RIC constituant, donc pour le RIC le plus important. Donc c'est une large majorité favorable euh, au RIC constituant, donc à cette véritable démocratie. Et donc ça fait que c'est déjà un point commun entre le peuple de gauche et de droite, parce qu'il y a des démocrates à gauche et à droite, il y a des gens qui veulent le RIC constituant à gauche et à droite. Donc c'est déjà un point commun, ça fait un ciment entre un peuple de gauche et un peuple de droite qui, par ailleurs, sur certains autres sujets, peuvent être en opposition. Donc ça, c'est une première raison pourquoi c'est le cœur, au fond, de la constitution de ce pôle populaire. Au cœur, on y trouve cette revendication de démocratie. Mais l'autre raison, c'est parce que ce RIC permet au peuple d'être un arbitre. Je disais tout à l'heure, il faut, là où le pôle populaire de gauche et les populaires de droite sont pas d'accord, il faut qu'ils cherchent un compromis. Mais s'ils ne trouvent pas un compromis, eh bien, il y a la possibilité pour le peuple de jouer arbitre. Voilà, il y a les deux options, l'option gauche, l'option droite, et le peuple décide. Il décide entre les deux, il peut même initier, s'il trouve que les deux bords n'ont pas réussi à faire un compromis ou un bon compromis et qui aurait une meilleure idée, eh bien, les citoyens peuvent initier, peuvent proposer un meilleur compromis, et puis ensuite, s'ils réunissent le nombre requis de signatures, ça passe en référendum, et puis on verra bien qui sont les partis qui soutiennent ou s'opposent à ce compromis. Donc, donc ça, c'est la deuxième raison, c'est que ça permet au peuple de jouer ce rôle d'arbitre. Et donc facilite la gestion, disons, de ce pôle populaire, qui est une sorte de duopôle, parce il y a deux, il est divisé en deux. Et aussi, on verra bien, donc, quand il y a des votations sur des sujets, quand le peuple décide sur des sujets, quand il y a des référendums sur des sujets, ben là, on voit que certains partis peuvent être alliés sur un sujet et puis en opposition sur d'autres sujets. Donc ça décroche de cette façon, ça centre sur les sujets, alors que l'élection centre plutôt sur les partis et puis il y a des blocs qui se forment, etc. Donc très important à la fois comme fruit enfin, comme motivation pour faire ce pôle populaire, mais aussi comme facilitateur, une fois que le RIC serait obtenu, comme facilitateur pour constituer, pour renforcer euh, ce pôle populaire. Mais ça, donc, la large majorité des citoyens sont favorables au RIC, et comme j'ai dit tout à l'heure, même au RIC constituant. Mais ça, c'est pas vraiment rentré dans les grands partis, les grands mouvements. Si je prends par exemple Le Pen, là, elle a, ben, dans sa campagne pour la présidentielle, elle a dit très clairement qu'elle était pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais bon, elle a dit très clairement, mais de façon qui n'était pas. On n'avait pas raison de le croire qu'elle allait réellement le faire, donc c'était pas très crédible.
Et d'autre part, c'était limité. C'était pour changer des lois, pour s'opposer à une loi, mais pas pour modifier la Constitution. Donc on se demande pourquoi, dans une démocratie, le peuple ne pourrait pas initier par RIC une modification de la Constitution. Et quoi qu'elle dise sur le peuple, c'est important, il faut le laisser décider, etc. Au total, on voit qu'elle ne veut pas le laisser décider sur la chose la plus importante, qui est la Constitution. Laisser décider, elle était pour que toute modification de la Constitution passe par un référendum, ce qui est une bonne chose, mais elle ne voulait pas laisser les citoyens initier des modifications de la Constitution. Donc, euh, donc voilà, c'est pas vraiment une démocrate du côté Le Pen. Et du côté Mélenchon, ben, on pourrait penser que c'est beaucoup mieux, puisqu'ils ont fait une proposition à l'Assemblée pour instaurer le RIC. Et si on lit leur exposé des motifs, on a vraiment l'impression que le RIC constituant est aussi dedans. Mais au bout du compte, on voit qu'il est... Enfin, ils n'ont pas modifié l'article 89 de la Constitution qui dit comment on modifie la Constitution. Donc ça veut dire que quoi qu'ils écrivent par ailleurs, et dans le texte de modification de la Constitution qui sont proposés, si on oublie l'exposé des motifs, mais on regarde vraiment comment ils modifient la Constitution, là, c'est pas parlé explicitement de reconstituant, et puis justement, c'est pas dans cet article 89 ils n'ont pas modifié l'article 89 qui régit comment on modifie, comment on révise la Constitution. Donc, si quelqu'un essayait d'utiliser leur outil de RIC, le RIC au cas où ils arriveraient à le mettre en place, il y aurait immédiatement le Conseil constitutionnel qui viendrait dire que ça ne peut pas être utilisé pour modifier la Constitution. Donc on voit que là aussi, côté Mélenchon, euh, il n'y a pas, disons, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ce RIC constituant, pour véritablement donner complètement le pouvoir au peuple. Euh, dans sa campagne, finalement, il disait aussi c'est la constituante qui fera une nouvelle constitution et qui décidera, quoi. Alors qu'on ne voit pas pourquoi les membres de la constituante, qui seraient jamais que des représentants du peuple, devraient décider à la place du peuple si le peuple a le droit d'initier des modifications de la Constitution. Donc voilà, donc dans les deux bords, ça passe assez mal. Donc il y a encore un très gros travail à faire déjà pour convaincre les deux coudes euh, de donner le pouvoir au peuple, de véritablement donner le pouvoir au peuple. Et, et la question maintenant, ce pôle populaire, je dis tout à l'heure qu'il faut s'allier, qu'ils s'allient là où il y a des convergences et puis qu'ils essaient de trouver des compromis là où il y a des divergences. Et puis parmi ces convergences, il faudrait que donner le pouvoir au peuple, donner véritablement le pouvoir au peuple, devienne véritablement un point de soutenu par les deux coudes. Alors ce dialogue entre les deux coudes, il pourrait être initié par un coude ou par l'autre. Il peut aussi être initié par des gens qui sont hors coude, peut-être au centre de gravité ici entre les deux coudes. Et je pense ici par exemple à Michel Onfray, il me semble qu'il se trouve assez proche du centre de gravité, ou bien France souveraine, ou d'autres qui pourraient, disons, faciliter cette interaction entre les deux coudes, permettre cette écoute réciproque, avoir cet aspect créatif pour trouver de nouvelles solutions. Euh, voilà, donc ça peut venir d'écoute, ça peut venir aussi d'ailleurs. Euh, je crois qu'un point important, c'est on risque de me dire, eh ben, attends déjà que les coudes se forment vraiment, parce que du côté gauche, ben, il y a la France insoumise, mais il y a le Parti socialiste, les communistes, etc., les Verts. Ben, il faut déjà qu'ils se constituent véritablement un pôle populaire de gauche, et puis, eh ben, entre Zemmour et Le Pen, c'est pas non plus la grande amitié, donc il faudrait déjà qu'ils se réunissent aussi à droite, et puis une fois que ces deux consolidations ont été faites à gauche et à droite, eh bien là on pourrait envisager
justement un rapprochement, ou au moins une discussion, une interaction entre les deux. Euh, je pense que c'est complètement faux parce que il n'y a pas de raison d'attendre. Disons, on peut déjà maintenant essayer d'amener ce rassemblement, un peu ce rapprochement entre les deux coudes populaires. Et puis, attendre peut même être dangereux parce que le, ça risque de se solidifier. Il risque d'y avoir les deux camps qui se cristallisent, qui se solidifient, et ça risque d'être encore plus difficile après, en fait, à effectuer ce rapprochement. Donc, ne pas attendre. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Parce que les Gilets jaunes, là, il y a des gens de gauche et de droite. C'est vraiment le pôle populaire avec des gens de gauche et de droite qui discutent entre eux. Donc, ça a déjà commencé. Je parlais tout à l'heure du Front populaire d'Onfray, euh, et aussi de France souveraine. Là, il y a aussi des choses qui commencent, qui se situent ni à un coup ni à l'autre, mais qui essayent de vraiment être entre les deux, être un pôle populaire. Et puis, bon, il y a eu la Martinique aussi. Donc, la Martinique qui a voté massivement pour Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et puis, au second tour, elle n'a pas hésité à voter massivement pour Le Pen. Donc, on voit que là, les réflexes pavloviens ont disparu. Et en quatrième, c'est les démocrates, justement. Donc, les démocrates, ils vont soutenir des candidats démocrates, qu'ils soient à gauche ou à droite. Donc, au fond, ce rapprochement, quelque part, il a déjà commencé, même si on ne le voit pas entre Mélenchon et Le Pen. Et, et d'ailleurs, on peut se demander si on pense à Mélenchon, Le Pen ou la France insoumise et le Rassemblement national, ou même tout ce bloc de gauche et de droite qui est quelque part hérité de l'époque de l'omelette plate, mais qui a gardé les réflexes pavloviens de l'omelette plate. On peut se demander s'ils sont à la hauteur de l'enjeu. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'il faut une force complètement nouvelle pour représenter ce pôle populaire. Donc voilà, vous avez compris mon message principal qui est de dire que ces deux coudes euh, doivent se parler, doivent arrêter de s'insulter et doivent s'allier là où ils sont d'accord et puis chercher des compromis là où il y a des divergences. Et, et toi? Et toi, comment vas-tu agir en ces temps fluides où tout peut advenir, le meilleur comme le pire? Et si je parlais tout à l'heure de la démocratie, et donc cette démocratie qui est au cœur, au fond, des revendications populaires et de la dynamique de cette formation de ce pôle populaire, mais avec tout ce travail qu'il y a encore à faire, déjà juste pour convaincre ces deux coudes populaires des apparatchiks, enfin les appareils de ces deux coudes populaires de s'engager de façon crédible pour véritablement donner le pouvoir au peuple. Alors si tu t'intéresses à avoir quelques pistes sur ce que tu peux faire pour faire avancer la démocratie, tu seras peut-être intéressé par cette vidéo.